avant donc d'entamer le cours, il y a une remarque à faire. Donc, la remarque, c'est que dans ce qui suit, donc l'échelon créé, on a l'habitude de le noter comme ça. D'accord? On va le noter, donc, on peut le noter de cette manière, on a aussi deux cas. OK? On va l'appeler échelon unité. D'accord? Si vous voyez cette ligne, ou bien U de la même chose, c'est l'échelon. Il est égal à 1 pour cas positif et 0. D'accord? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, toujours dans ce qui suit, l'impulsion unité, l'impulsion de Cron sera notée K. Elle sera définie delta K égale à 1 si K égale à 0 et 0 ailleurs. Et solution, c'est l'impulsion de Kronecker. D'accord? Il ne faut pas l'appeler Dirac. On la note delta, mais ce n'est pas un Dirac. Est-ce que c'est clair? Comment c'est le cours? Est-ce que là, c'est deux remarques? Vous écrivez oui, on passe alors au reste. Alors, si c'est clair, très bien. Bon, si quelqu'un ne comprend pas, il peut m'arrêter à n'importe quel moment. Alors, quel est le transformé de Laplace et de Z? On a vu la transformée de Fourier qui nous donne la transformation du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. La transformée de Laplace qui utilise l'opérateur P pour aller vers un domaine de place. Et on va transformer Z. Alors, pour échantillonner, donc XK, TE, TE c'est la période d'échantillonnage, qui est notée XK. La transformée de Laplace est donnée par XE de P égale sigma XK exponentielle moins K fois P fois TE. D'accord? Et s'écrit de cette forme. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on voit cette forme? Il y a toujours donc le P fois TE qui sont dans l'exponentielle. On peut donc faire les choses. On va poser Z égale P fois TE. Et donc, cette expression de Laplace va devenir XZ égale Z de la transformée en Z échantillonnée. Et ça va être donc sigma de 0 à l'infini xk Z. Donc, la formule qui est en bleu ici, là, cette formule-là, donc, définit la transformée en Z. Enfin, donc, la Z peut donc être vue comme la transformée de Laplace. Il est appliqué au signal discret ou échantillonné. Comment? Ben, il suffit de faire donc le changement de variable qui est Z égale exponentielle de P fois TE. P, c'est l'opérateur de Laplace, c'est la période d'échantillonnage ou le temps entre deux éléments. D'accord? Bien. On va passer maintenant aux définitions. On va essayer certaines choses. Donc, comme on a vu la transformée de Fourier, on a vu que c'était un outil très, très intéressant. Il est toujours, je dirais que c'est l'un des plus précieux en traitement aussi. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des outils les plus précieux. Dans un cas, la transformée de Fourier n'est pas très, très adaptée. Donc, par exemple, dans le cas des signaux échantillonnés, la stabilité des systèmes, etc. On préfère utiliser une autre transformée qui est la transformée en Z, qui s'applique au d'accord? Et voilà comment c'est défini.
Donc, soit un signal x discret. Ça, transformé en z, est donné par la formule suivante, qui est notée xz. Donc, c'est quoi? C'est 1, k à de moins l'infini à plus l'infini, x de k fois z à la puissance moins k. Donc, c'est la formule qui est en. Donc, je répète, c'est xk, pardon, c'est sigma, k à de moins l'infini plus l'infini, xk fois z à la puissance moins k. C'est une variable. Donc, rappelez-vous, tout ça, c'est la définition de la transformée en z. Bon, c'est une formule à cœur, comme la formule de la transformée de Fourier. Donc, c'est des choses à apprendre. OK? Mais existence de la thèse, toujours, on va voir que ce n'est pas toujours le cas où elle existe, des cas où elle existe. L'existence de cette transformée en z est obtenue grâce au critère de Cauchy qui affirme que la série, donc sigma 0 infini de UK, là c'est l'échelon, H limite quand on va à l'infini, du module de UK à la puissance 1 sur K est A1. Alors, en appliquant ce critère, on démontre que Z existe si il existe valeur de paramètres Rx plus et Rx moins. Le module de Z est supérieur à Rx moins et inférieur à Rx plus. D'accord? C'est quoi? Alors, Rx moins, c'est égal, donc c'est donné par la formule suivante. Ça limite quand K i de xk en module à la puissance 1 sur K. Rx plus, c'est 1 quand K tend vers l'infini de xk, x moins k, pardon, à la puissance 1 sur K. Donc, on démontre cela. Donc, ce n'est pas la peine de démontrer les formules. Donc, on va les utiliser comme elles sont. Donc, condition d'existence, je ici, pour que la transformée en z de mon signal existe, il faut que l'île de z soit supérieure à x moins, inférieure à x plus. Avec Rx moins, c'est donné par ça, et Rx plus, c'est vous avez des questions sur la condition d'existence de la transformée en z. Si vous écrivez oui, on passe. On va continuer comme ça. Donc, si c'est clair, écrivez oui et on passe à la suite. OK. Très bien. On va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Rx moins égale la limite de tout ça, donc c'est la formule de Rx moins, est inférieure à moins z. De même si la somme, cette somme-là, converge. C'est-à-dire que la limite de tout ça est inférieure à 1. Ou encore, le module de z est inférieur à Rx plus, dans cette expression. Donc, en conclusion, la transformée en z converge et existe si le module de z est dans la couronne de convergence. Regardez, nous avons représenté dans l'espace des nombres complexes. Vous avez ici l'axe des x, c'est la partie z, et l'axe des imaginaires, l'axe des y, c'est la partie des imaginaires de z. D'accord? Et donc, regardez,
À l'intérieur, ici, c'est en gris, donc ça n'existe pas. À l'extérieur, c'est achevé, ça n'existe pas. Entre les deux, dans ce disque, donc dans le disque en blanc, la transformée en Z, XZ converge. D'accord? Donc, de X moins dans ce disque-là, la TZ n'existe pas. À l'extérieur du grand cercle, elle n'existe pas. Dans le petit disque, entre les deux cercles, là en blanc, la TZ existe. C'est clair? OK. Alors, Rx plus et Rx moins sont les rayons de convergence extérieurs et intérieurs. Bon, c'est clair. On prend un exemple. Donc, quand c'est signal X donné par A, la A c'est un réel position constante. Et le K qu'on a, c'est quoi l'échelon? Donc, XK, c'est quoi? C'est ASK fois l'échelon. Alors, XZ, la transformée en Z, c'est sigma moins l'infini plus l'infini XKZ moins K en place. Donne sigma de 0 à l'infini A, Z à la puissance moins 1, le tout à ou bien sigma A sur Z à la puissance 4. Donc, une série géométrique, faisant A sur Z. Et donc, on sait calculer la somme d'une série géométrique. C'est quoi? C'est 1 sur 1 moins A sur Z. Et sur c'est A sur Z est inférieur à 1. C'est-à-dire A inférieur à Z. Donc, c'est ça la condition d'existence. Juste un rappel pour les séries géométriques. Donc, une série S de raison R, c'est quoi? C'est sigma k allant de 0 à 1 moins 1 à la puissance k. Et c'est donné par 1 moins r à la 1 sur 1 moins r. Maintenant, quand on veut tendre ça vers i, que la raison est inférieure à 1, cette expression va tendre vers 0, donc on aura 1 sur moins r. Donc r, comme c'est égal à a sur z, j'ai cette expression. Donc x sur z est défini si a est inférieur à z. Voilà. Ça, c'est sans utiliser les Rx moins X plus. Je ne vais pas utiliser. C'est directement calculant. Maintenant, on va vérifier ça avec Rx moins X plus. Donc, on peut vérifier les gens, les rayons de convergence sont corrects, donc sont dans les normes. Rx moins 1 plus, pardon, c'est 1 sur ça, ça donne plus l'infini. Et Rx moins, c'est la limite de tout ça, ça donne. Donc, il faut que Z soit inférieur à plus l'infini, donc c'est normal. Bon, tout réel est inférieur à plus l'infini, donc c'est une condition claire, évidente. La deuxième condition, il faut que Z soit supérieur à A. Voilà. Donc, nous avons trouvé le résultat, on calculé les Rx moins X plus, parce que c'était assez simple dans ce cas. Est-ce que c'est clair jusque-là? Les autres? Alors, j'attends les autres. Les autres qui ne répondent pas. Iman Yahi. Alors, Iman, est-ce que c'est clair pour vous? Répondez. Alors, je m'adresse. Ah, d'accord, bien, c'est clair. Ah, ben, c'est bien. Ah, il y a une question. Donc, Amina Zahra, vous dites, c'est quoi S de T? Qu'est-ce qu'il est le S de T? J'ai mis S de T.
Ah, c'est pas S de T, c'est S de R. C'est S de R, ça n'a rien à voir. S de R, ça n'a rien à voir avec notre exercice. C'est juste un rappel. Quand vous avez une suite géométrique, d'accord? Suite géométrique, la somme, c'est moi par exemple S, voilà la somme. S de R, c'est sigma de 0 à l'infini, 0 à n moins 1, puissance K. C'est la somme de la suite. D'accord? ما عندهاش علاقة avec l'exercice, avec l'exemple. C'est juste la somme. D'accord? D'autres questions? D'autres questions? Continue s'il n'y a pas de questions. Donc, quelques TZ importantes, si vous voulez, comme on a l'habitude de faire, c'est le des fonctions usuelles, x de cardinal discret, xk, et ça est en Z. Ici, c'est quoi le premier? Première quoi? Utilisez votre microphone ou bien c'est quoi le premier signal pour la première ligne dans le delta, comment on l'appelle? Non, ce n'est pas le Dirac, ce n'est pas le Dirac dans ce. Bon, l'impulsion de Kronecker, très bien, très bien. Vous pouvez aussi l'appeler impulsion. Vous pouvez aussi l'appeler impulsion, très bien. Comment? Ben, on a fait une remarque au début du cours qu'on a dans ce qui suit. On va noter delta de Kronecker qui est égal à 1 pour un k égal à 0 est égal à 0 pour l'autre. Voilà. OK. C'est clair? On peut passer à la suite? Donc, des fois, je vous arrête comme ça pour fixer les idées. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Donc, l'implicité delta k, ça en Z, c'est 1. UK, on peut, bon, on a de le représenter comme ça, avec le symbole E. D'accord? Donc, on peut U de K ou bien E de K, c'est la même chose. C'est l'échelon. C'est l'échelon. Ça transformer, c'est Z sur Z moins. K fois l'échelon. Ça transformer, c'est Z sur Z moins 1 au K. K fois l'échelon, c'est Z sur Z moins A. Et enfin, X de K moins A étant une constante, c'est-à-dire un signal retardé, c'est quoi? C'est Z à la puissance moins A fois la transformée en Z de X. J'ai pris la dernière ligne. La dernière propriété, ou qu'on appelle un nom, ça va être comment? Propriété de quoi? Comme ça, dernière ligne. Propriété du. Alors, Hania, vous dites la propriété du retard. Très bien aussi, c'est ça. C'est la propriété du retard. C'est-à-dire, si j'ai une transformée en Z, XZ, le signal retardé par un retard petit a, donc c'est pas de recalculer une deuxième fois. On prend mon X que je base à la puissance moins le retard. Le tableau technique, vous devez le retenir pour pouvoir l'utiliser
éviter de trop faire des calculs grâce à ces mesures. Quelques propriétés. D'abord, nous avons la linéarité. Donc, soit x, z et y, z, les tz des suites ou là, des signaux YK. Donc, quel que soit lambda xk plus yk, ça transformé en z, c'est lambda xz plus yz. Donc, changement d'échelle, c'est xz, c'est la tz de petit xk, yk égale à la puissance k xk. Alors, on démontre que la tz de y, c'est x de z divisé par a. Je laisse exprès le moment de silence pour que vous puissiez observer les formules. D'accord? Donc, je vous ai laissé ça exprès pour essayer de vous rappeler les formules. De temps en temps, je vous donne des silences comme ça pour observer les formules. Et vous laissez le temps en cas de question. On part. Est-ce que vous voulez qu'on passe ou bien qu'on réexplique? Donc, le comme d'habitude, et on continue. Pourquoi il y a la somme dans la dérivée? Dans la dérivée. إذا ما لحقناش la dérivée, on est dans le changement d'échelle. إذا ما لحقناش. Amina Zahra vous demandez, on réexplique s'il vous plaît. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je vous laisse le temps de silence. Ok, donc mais ما لحقناش la dérivée. La dérivée, on n'a pas encore parlé. Là, je vais expliquer doucement. Changement d'échelle. Imaginez que j'ai un signal xk dont la transformée en x de z. J'ai un autre signal yk qui a la xk multiplié par a plus k. Est-ce que je vais refaire les calculs? Et bien, c'est pas. On démontre et la démonstration devant vous. C'est la même que x, donc avec un changement de variable. Au lieu que ce soit xz, ça va être x de z sur a. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est comme ça? Si ça demande une... Ah, d'accord. Oui, mais j'attends la réponse aussi de Amina Zahra qui m'a demandé de réexpliquer. Si ce n'est pas clair, on est notre... Ok, d'accord. Bien, donc on passe à la deuxième propriété, ou plutôt la propriété suivante. La propriété de la dérivée, la dérivation. On vous dit la dérivée de xz par rapport à z s'écrit de cette manière. Et donc, c'est important, toute cette démonstration. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la formule qui est encadrée. On démontre que K pour transformer pour la dérivée de xz.
Alors, je vous laisse toujours des moments de silence pour observer les formules, les propriétés. Et bon, si vous avez des questions, vous, et avec quelqu'un qui m'a dit, Mustafa, je pense, voilà. Il dit pourquoi il rassemble dans la dérivée. Tu te poses toujours cette même question-là. Alors, je vois M. Mustafa Chiddal qui a posé la question tout à l'heure. On est dans la dérivée. Est-ce que tu as toujours la même question à poser ou bien c'est bon, c'est plus la peine d'y répondre? Ok, c'est bon, très bien. Alors, Najwa, tu dis, c'est quoi le cas? Ah, d'accord, ça c'est une bonne autre question. Parce que personne n'a question. En fait, je vais vous poser la question, Anaïs. C'est quoi le cas? Qu'est-ce qu'il représente? Depuis tout à l'heure, on était en train de dire XK, XK. C'est quoi le cas? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est que le cas, ce que c'est. Pourtant, vous m'avez laissé faire le cours depuis tout à l'heure. Ça fait plus d'une année. Personne ne me dit oui, oui, c'était clair, mais. Alors, Moulou, tu dis que c'est le temps. Voilà, c'est ça. Donc, c'est écrit. Parce que là, dans le continu, on peut petit t, c'est en secondes, par exemple, 1,2 secondes, 2,5, 2,3, 2,8, d'accord? Quand c'est continu. Quand c'est discret, on n'a pas cette possibilité. C'est toujours le temps, mais discret. Par exemple, k égale à 0, ça veut dire 0. K égale à, ça veut dire pas une seconde. K égale à 2, ça pourrait être 2 secondes. K égale à 3, ça pourrait être 3 millisecondes. Ou bien, on va encore simplifier les choses. Par exemple, K égale à 1, c'est 1 seconde. K égale à 2, c'est 2 secondes. K égale à 3, c'est 3 secondes, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Celle qui a posé la question, quoi, le cas, est-ce que c'est clair maintenant? Très bien, donc on passe à la suite. Donc, la propriété suivante, c'est la convolution. Là, vous allez remarquer que pratiquement, c'est les mêmes propriétés qu'on a à l'habitude. Donc, la démonstration, elle est là, c'est pas la peine. Donc, soit Y, convolution des signaux XK et H de K. Donc, on voit directement que la transformation en Z de cette convolution, c'est leur produit. Donc, en Z, et la convolution de X et H, c'est le produit. Donc, c'est XZ fois H de Z. Donc, vous allez remarquer que c'est cette propriété, on la retrouve dans la transformée Fourier, on la retrouve dans la transformée de Laplace, on la retrouve aujourd'hui dans la TZ. Ok, je pense qu'il y a si on attend, puisque vous avez l'habitude de la voir. Propriété du retard et de l'avance, bien sûr, dans le temps. Regarde. Le retard temporel, si j'ai la transformation de I en un retard I, c'est égal à Z à la puissance moins I fois
xz fois xz. Par exemple, la transformée en z de xk moins 1, c'est z à la puissance moins 1 xz. La transformée en z de xk moins 2, c'est z à la puissance moins 2 xz, et ainsi de suite. Mais pour l'avance temporelle, c'est un peu plus compliqué. Regardez, c'est la même chose. Z de ik plus i, donc une avance de i, c'est z à la puissance i fois tout ça, c'est quoi? C'est xz moins sigma de 0 à in xk z moins. Exemple, si je prends un, donc la tz de xk plus 1, donc une avance, pas un retard, pardon, une avance d'une seconde, la tz tau, c'est z fois xz moins z fois x0. x0, c'est la valeur du petit x à 0,50. Condition initiale du signal xk. Monsieur, Oui, معليش لنا l'exemple K plus 2. k plus 2. Oui. En place, allez, on va entrer dans la forme. On va dire. Alors, dès que j'ai ce k plus 2, alors qu'est-ce que ça va me donner? Je remplace. Alors, c'est à la puissance i, dans ce cas, c'est z au k. D'accord? Multiplié par tout ça. En place, donc il y a le x moins un qualifié à 2, donc k allant de 0 à 1. Donc pour 0, je l'ai déjà ici, donc c'est z fois x de 0. Moins. Pour k égale à 1, x1, z à la puissance moins 1. Fois x1. Alors, je lis avec vous, c'est comme à la Michel, donc c'est puissance 2 moins z puissance, pardon, pas z ici, hein, c'est z à la puissance 0, donc c'est 1. D'accord. C'est z à la puissance 0, donc c'est 1, moins la puissance, bon, pour 1, et z à la puissance 3, et voilà. Je suppose que je n'ai pas fait d'erreur, que bon, vous pouvez... Alors, vous arrivez à voir, est-ce que vous arrivez à voir l'écran?
monsieur ويبان. Monsieur, donc l'expression اللي من قبل K plus 1 x0 مش مضروبة في Z. Laquelle? K plus 1. Où est le problème avec K plus 1? Normalement ما كاش Z fois x0. On va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. D'accord. Alors, si je prends... on va prendre ça. Donc, K plus 1. Donc, c'est Z à la puissance quoi? 1. Ah, c'est bon, monsieur. Voilà. Je dois aller doucement. Ça te fait quoi? Ça te fait Z moins Z fois X0. Voilà. Donc, il suffit de remplacer la formule. Donc, c'est délicat. Le retard, c'est ça. D'accord? C'est Z à la puissance moins le retard. Le il y a là qu'on appelle les conditions initiales. Maintenant, si on dit les conditions initiales, ça veut dire x0 c'est égal à 0, x1 égale à 0, par exemple, etc. Vous pouvez multiplier directement par l'avance. Sinon, vous devez utiliser la formule que je vous ai présentée. D'autres questions? Pas de questions? Alors, Rami, Khaled, tu me dis quelle est la transformée en Z. D'accord. Bon, c'est assez délicat pour répondre à cette question, mais bon, j'essaierai donc d'expliquer. Quand on utilise des signaux continus, la transformée de Fourier est beaucoup plus intéressante. Même quand c'est discret, des fois la transformée de Fourier est discrète. La FFT a des résultats intéressants. Des fois, quand on a des systèmes discrets, échantillonnés, et que ces signaux-là passent par des systèmes, chaque système fait une transformation de ce signal, on voudrait bien connaître donc, quelle est la forme du signal à la sortie. À la sortie donc, du système qui attaque mon signal. Et transformer en Z s'avère très intéressant, très utile pour déterminer donc valeur du signal à la sortie du système. De notre côté, la transformée en Z, l'avantage, c'est que elle permet d'étudier les signaux, elle permet aussi d'étudier les systèmes. Le farq entre le signal, le signal, c'est n'importe quelle grandeur physique qui varie. Par exemple, votre signal power. Et le système, c'est par exemple une électronique, ça pourrait être un filtre, n'importe quoi, amplificateur, qui, donc, attaqué par ce signal discret, va donner autre chose. Et donc, pour pouvoir décrire le phénomène en global et dans le système à comment il fonctionne, on utilise la transformée en Z. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Bien entendu, c'est théorique et je te fais même l'air, ça va faire des exercices ou faire des trucs sur ordinateur pour voir un peu réellement la transformation, quel est l'intérêt. D'accord. Un exemple simple serait aussi, par exemple, tu as fabriqué un système. Le système il est consacré à aussi échanger. Est-ce que ton système il est stable ou pas? D'accord? Si ton système n'est pas stable, donc il ne sert à rien de le fabriquer. Si le système est stable, donc ça vaut le coup. Et là, on utilise l'antistat.
Bien, on continue donc avec une autre, plutôt avec autre chose. Eh bien, là, on est avec la transformation Z inverse. On fait la transformation, par exemple, on passe du temps vers le domaine fréquentiel, et des fois, on veut revenir au domaine temporel, ce qu'on appelle la transformation de Fourier inverse. La même chose a été faite avec la place. Et vous venez de voir maintenant que même la transformation Z, donc, on a la TZ inverse qui permet de faire l'opération inverse, donc de passer du domaine Z vers le domaine temporel. Bien. Donc, définition. L'expression de la TZ inverse, on va les noter comme ça, TZ à la puissance moins 1, est tenue à partir d'une théorie qui montre que l'intégrale de Z à la puissance 1 moins 1 sur un contour fermé gamma entourant l'origine des Z située dans la couronne de convergence, donc peut être obtenue par la suivante, 1 sur 2 PJ, intégrale fermée sur le contour, Z à la puissance moins 1 des Z, qui donnerait 1 m égale à 0, et il donnerait 0 si m différent de 0. Donc le cas intégral est délicat, d'accord, c'est clair, et on peut calculer x de plusieurs façons. Là, dans notre cours, on va décrire deux façons. Il en existe réellement plusieurs façons pour calculer la TZ inverse, pardon. Là, on va vous donner deux façons seulement. Donc, la première méthode, c'est la méthode résidu. Donc, rappelez-vous, c'est la méthode des résidus. Donc, là, on est dans le calcul de la transformation Z inverse. On n'a qu'une de méthodes qu'on va voir. La première méthode, c'est la méthode des résidus. La deuxième méthode, c'est en décomposition tout à l'heure. La méthode des résidus, bon, par xz fois z à la puissance k-1. On va la définir comme ça. Alors, xk peut être déterminé par cette expression. On démontre qu'elle est égale à l'ensemble des résidus. G2Z, c'est quoi? C'est Heilig. Non, je répète Heilig. L'expression, c'est x de z que vous multipliez par z à la puissance k-1. Bien. Si G de z a un pôle, donc l'expression a un pôle d'ordre Q en z égale à A, par exemple, le dénominateur, vous avez z moins A à la puissance Q. Le résultat, ça reste A, Q, associé à ce n'est pas cette formule. La formule que vous êtes en train de voir. Ok, je vous ai laissé un peu de temps pour observer et en cas de vos questions. Bien, théorème. La thèse inverse de xz est égale à la somme des résidus de la fonction g de z égale xz, z à la puissance k moins 1. Le théorème en couleur, essayez de le lire, s'il vous plaît.
Donc, vous avez pu lire. Très bien. Donc, on compte. Remarque, cas de pôle simple, c'est-à-dire moins a à la puissance 1. Dans le cas de pôle simple, la formule des résidus devient, ça se simplifie. Regardez, la première formule était très compliquée, d'accord? Regardez comment elle se simplifie, la deuxième formule est là. On va essayer d'encadrer. Non. Voilà, donc on a encadré la formule avec. Je vais l'augmenter un peu. C'est mieux. Donc, vous voyez comment ça s'est simplifié. La première formule est compliquée. Donc, au pôle A, quand il était d'ordre Q, c'est-à-dire vous avez dans le dénominateur Z moins A à la puissance Q. Maintenant, si c'est un pôle simple, donc vous avez dans le dénominateur Z moins A à la puissance 1. Donc, c'est tout simplement la limite quand Z on verra de G de Z multiplié par Z moins A. D'accord. Alors, le dual, tu dis quels sont les bornes de l'intégrale. C'est une intégrale sur contour, donc il n'y a pas de borne. C'est une intégrale spéciale. C'est une intégrale spéciale, allez. Il n'y a pas de borne. OK. Donc, on va voir un exemple. Exemple, z égale 1 sur moins 1, c'est-à-dire on va multiplier z sur z. Donc, g de z, c'est quoi? C'est x de z fois z à la puissance k moins 1. D'accord? Je remplace. Ça en fait, je multiplie z à la puissance k moins 1 par z, ça en fait z à la puissance k. Donc, ça en fait z à la puissance k sur z moins. G, z, on va voir est-ce qu'il y a des pôles où il y a un seul pôle qui est égal à 1. Donc, il n'a qu'un seul pôle et il est simple. On peut utiliser la formule rouge comme on peut utiliser la formule compliquée. Si on utilise la formule compliquée, allez. Tac, 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 voilà ce que ça donne. Limite quand z tend vers 1, z à la puissance k. Si on va utiliser la formule rouge, voilà ce que ça donne. Donc directement, limite quand z tend vers 1 de tout ça, ça me donne 1. On va trouver le même résultat. Alors, Amina, tu dis, c'est quoi le pôle simple? Un pôle simple, je vais écrire dans ce cas. Moi, je vais écrire ici. Imaginez, vous avez 1 sur z moins 7. Par exemple, moins 5. Dans cette expression que je viens d'écrire, vous avez combien de pôles? Il y a combien? Vous ne savez pas? L'expression que j'ai écrite ici,
Voilà, je mets en couleur jaune. L'expression que j'ai mis en jaune ici. Voilà. Très bien. Il y a deux. Oui, oui, il y a deux. C'est juste. J'ai mis deux. C'est ça. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez un pôle. Ah, d'accord. Vous avez un problème. L'écran ne change pas. Quand l'écran ne change pas, c'est soit un problème de connexion, le débit est faible, un problème un bug au niveau de votre téléphone, et il se bloque. Et est-ce que les autres arrivent à voir correctement? Est-ce que les autres? Ah, d'accord. Donc, oui, un bug au niveau de votre. D'accord. OK. Donc, qu'est-ce que je vais me reconnecter avec un autre. Avec une autre fois. OK. Donc, connecte une minute. Est-ce que vous arrivez à m'entendre comme ça? Vous arrivez à m'entendre? OK. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas se bloquer. Bien, très bien. Est-ce que vous arrivez à voir la formule en jaune? Donc, tout fait 1 sur z-7 et z-5 au carré. D'accord. Donc, on était en train de dire, il y a combien de pôles? Il y a deux pôles. C'est-à-dire, les pôles, c'est les valeurs de z qui annulent le dénominateur. Il y a combien de valeurs qui annulent le dénominateur? Il y en a deux. 15, 7 et 5. Alors, 7 est un pôle simple. 5 est un pôle double. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit 7 est un pôle simple, ça veut dire que vous avez z moins 7 à la puissance 1. 5, 5 n'est pas un pôle simple parce que vous avez z à moins 5 à la puissance 2. Si vous avez la puissance 3, 4, 5, donc ce n'est pas simple. Si vous avez à la puissance 1, c'est simple. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord. Voilà quoi le pôle simple. Donc, quand c'est un pôle simple, remarquez que c'est très très simple. Vous utilisez la formule en rouge et vous avez directement le résultat. Donc, ça, c'est la première méthode, la méthode des résultats. Et puisque c'est causal, bon, on a trouvé que c'est 1. Puisque c'est causal, donc xk, c'est égal à u de k, c'est-à-dire l'échelon. D'accord? Vous pouvez, donc 1, zidou là, multiplié par l'échelon. D'accord? Voilà. Deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de décomposition en éléments simples. Alors, soit xz d'une fraction rationnelle qui s'écrit de cette forme. Xz, c'est numérateur de z sur dénominateur de z. Donc, elle peut s'écrire de cette façon, sigma ai sur z moins zi. Donc, on peut retrouver donc, le signal temporel par la thésène inverse des éléments ai sur z moins zi. Et on sait que la thésène inverse de ai sur z moins zi, c'est quoi? C'est ai fois zi
I à la puissance K U de K. Min جبت هذه, c'est ici, donc c'est le tableau. D'accord? Allez. C'est le tableau. Bien. Bien. Exemple. On va prendre un exemple. XZ, par exemple, égale à 1 sur Z au carré moins 3Z plus 2. D'accord? Alors, a priori, il n'y a pas de pôle. Mais il ne faut pas trop se précipiter. Il faut prendre votre temps. Réfléchissez. Donc, essayez de voir le dénominateur. Est-ce qu'on peut le mettre en facteur? D'accord? Le simplifier de telle sorte et annuler les pôles tau. Donc, on peut calculer le delta et déterminer les deux racines. Vous allez trouver 1 et 2, donc il peut se mettre sur la forme Z-1, Z-2. Vous pouvez vérifier, donc Z-1 fois Z-2, vous allez trouver ça. Donc, une fois que nous avons ça, on va séparer, donc nous avons deux pôles, 1 et 2, on va séparer les deux expressions. Donc, par identification, vous allez trouver 1 sur Z-2 moins 1 sur Z-1. Bien, ce n'est pas terminé. Donc, XZ, donc, c'est égal à Z à la puissance moins 1. On va diviser par Z moins 1, multiplier par Z. Donc, c'est la transformation Z inverse de Z à, je ne sais pas, XZ, c'est XK ici. C'est la TZ inverse de Z sur Z moins 2, moins Z sur Z moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par Z, avec, je le mets en jaune, et j'ai divisé par Z. J'ai multiplié par Z, et j'ai divisé par Z. J'ai le droit. D'accord? J'ai multiplié quelque chose, et je divise cette quelque chose-là. Donc, c'est comme si j'ai rien fait. D'accord? Donc, c'est égal à quoi? Attendez là, attendez. Voilà, donc là, c'est XZ, pardon. Donc, c'était correct ce que j'avais écrit. XZ, c'est égal à ça, c'est pas XK. Et donc, c'est égal à quoi? C'est égal à Z-1 que je fais sortir ici. Donc, c'est le petit Z ici. Ou ça, c'est quoi? Z sur Z-2. On va voir la table. La table. Z sur Z-2. La table. Regardez, il est là. Je vais le mettre en rouge. Donc, j'ai mis cette ligne en rouge. Z sur Z-A, c'est à la puissance K à l'échelon. Si je remplace A par 2, donc Z sur Z-2, ça fait 2 à puissance K échelon. Ah, on a déjà l'exemple. Donne-moi un exemple. D'accord. Donc Z sur Z-2, c'est une puissance K fois l'échelon. Moins Z sur Z-1. Ah, on a déjà le tableau. Parce qu'il est, voilà. Je le mets cette fois-ci en vert. Voilà, en vert. Z sur Z-1, c'est quoi? C'est l'échelon, c'est le K. Donc, on a déjà l'exemple.
qu'est-ce que je trouve? Il était en vert. Voilà. Regardez, il était comment? Il était en rouge. Je vais aller. J'ai mis les couleurs pour vous rappeler. Voilà, d'où ça vient. Donc z sur z-2, c'est ça. Et z sur z-1, c'est ça. Ce qui me gêne maintenant, c'est ce fameux z-1. D'accord? Qui me gêne. Ça, ce terme-là, il me gêne. Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, z à la puissance moins 1 est l'opérateur retard. On l'a dit tout à l'heure. Allez, la propriété, regardez. Retard temporel, par exemple, la transformée en z de xk-1, c'est z à la puissance moins 1 fois xz. Donc, si j'ai si j'ai z à la puissance moins 1, ça veut dire que c'est un retard dans le temps. Donc, j'utilise cette propriété-là. Donc, z-1 qu'on a, c'est l'opérateur du retard. Donc, xk, celui-là, c'est quoi? C'est cette expression-là avec un moins 1. Donc, le k d'un z de moins 1, le 1 de moins 1, etc. Et j'obtiens mon signal. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair comment on a pu déterminer le signal xk, qui est le signal temporel correspondant à la tz inverse du signal xz de l'exemple? Donc, si ce n'est pas clair, je répète. Si c'est clair, on passe à la suite. Alors, j'attends votre réponse. Très bien, Najwa, tu dis que c'est clair. Alors, Jar, Nawal, tu dis que c'est clair. Khal, Doudou, tu dis que c'est clair. Est-ce que c'est clair pour le reste? Personnellement, je préfère cette méthode. Alors, merci, tu dis que c'est clair, bien tant mieux. On aurait pu utiliser la méthode des résidus. Bon, personnellement, je préfère cette méthode. Mais bon, des fois, la méthode des résidus donne de meilleurs résultats. Enfin, le résultat, il est le même. Quand je dis meilleur dans le sens plus rapide. Mais bon, ça dépend donc des cas. Des fois, la méthode Hadi, des fois la deuxième méthode. Mais le résultat est le même. Vous devez obtenir le même résultat. Donc, on passe à la suite. Donc, système linéaire invariant dans le temps. Alors, on va d'abord, donc là, je réponds aussi, enfin, c'est une façon de répondre à votre camarade qui m'a dit à quoi ça sert. Donc, vous voyez maintenant qu'on n'a pas seulement l'étude des signaux, mais l'étude aussi des systèmes. Et là, donc, voilà l'intérêt. Donc, c'est quoi un système numérique? Système numérique, c'est tout système, généralement une carte électronique qui fait quelque chose. Donc, d'où l'entrée est un signal numérique discret et la sortie aussi. Alors, définition, un système ou filtre numérique S transforme un signal d'entrée, XK, en un signal de sortie, YK. Donc, là, le système TAC, on va l'appeler S. L'entrée est XK, sa sortie YK. Un système est dit linéaire si le principe de superposition s'applique, c'est-à-dire, quel que soit alpha, vous avez donc la sortie du système de alpha x1k plus x2k, c'est égal à alpha, la sortie du signal x1 plus la sortie de x2. Exemple, amplificateur. Imaginez, vous avez un amplificateur de gain K. Qu'est-ce qu'il fait l'amplificateur?
qui peut me dire quel est le rôle d'un amplificateur. Si je fais entrer un signal amplificateur, qu'est-ce qu'il fait à mon signal? Il amplifie le signal, ça veut dire mathématiquement, ça revient à multiplier le signal par un facteur. D'accord? C'est juste une multiplication. Si je veux augmenter, par exemple, doubler le volume de mon signal de parole, je multiplie par 2. D'accord? Voilà. Donc, on revient à l'exemple. Un amplificateur de gain K, donc S de X de K, c'est quoi? C'est K fois X de K, donc il est linéaire. Vous avez un autre exemple, l'opérateur quadratique, qui, pour un signal XK, donne le carré. Hada, il n'est pas linéaire. D'accord? Il prend le carré du signal, donc il n'est pas linéaire. On dit aussi qu'un système est invariant dans le temps si pour tout retard K0 appliqué à l'entrée, la sortie est retardée aussi de K0. C'est-à-dire, si vous voulez, la sortie de l'entrée retardée par K0, c'est quoi? C'est la même sortie Y retardée par K0. On dit donc, si le retard à l'entrée s'applique en sortie, on dit que le système est invariant dans le temps. Système linéaire invariant, SLI. Alors, considérons le système linéaire invariant caractérisé par la fonction h de k. H de k est appelé la réponse impulsionnelle du système. La relation, donc h de k, c'est la relation qui lie l'entrée, elle relie l'entrée xk à la sortie yk. Donc, la sortie yk de votre système, c'est la convolution de votre réponse impulsionnelle h par l'entrée. OK? H de k correspond à la réponse du système à l'impulsion unité, qu'on appelle l'impulsion. L'impulsion, comment? Impulsion delta, comment on l'appelle? Impulsion de le delta n avec, qui est écrit. Comment on l'appelle? Est-ce que c'est l'impulsion de Dirac? Très bien, l'ami. Donc, c'est l'impulsion de Kronecker. Ou là, on peut l'appeler, comme c'est écrit à l'écran, impulsion unité. Vous pouvez l'appeler impulsion unité ou l'impulsion de Kronecker. D'accord? Ce n'est pas le Dirac. Donc, c'est égal à 1 si n égale à 0. C'est égal à 0 si n différent de 2, 0. Et donc, toute sortie du système YK peut s'écrire sous la forme de la convolution de mon signal X par l'impulsion, la réponse impulsionnelle, pardon, H de K. Donc, on vous dit H de K est appelé réponse impulsionnelle. Bien, attention, là, remarque, la réponse impulsionnelle dans le cas numérique correspond à la réponse de l'impulsion unité et non pas à l'impulsion de Dirac. Donc, je l'ai répété ici plusieurs fois. C'est l'impulsion de Kronecker et non pas l'impulsion de Dirac. Une autre remarque, la réponse indicielle, une chose qu'on appelle la réponse indicielle, Y and K, c'est obtenu par la sommation de la réponse impulsionnelle. Donc, c'est-à-dire c'est sigma de mol infini à K, H de K. C'est aussi donc la réponse à un échelon. Autre chose, on vous dit qu'un système est dit causal, c'est soit K, xk égale à 0 pour un temps négatif. Donc, si vous avez un temps négatif, xk est nul. Alors, Nassim, tu dis on a un autre cours maintenant. Ok, il n'y a pas de problème.
Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie d'avoir assisté et je vous dis donc bonne journée, bon courage pour le reste et sahaf Turkom.